Bimor Performance. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 23. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense qui est comme mal compris des fois. On dirait que c'est mal compris dans le sens que les gens vont beaucoup utiliser le terme surentraînement parce que oui, aujourd'hui, on parle de surentraînement. Mais, tu sais, au niveau de la science, c'est plus compliqué que ce que les gens pensent. Fait que c'est ça aujourd'hui qu'on va aborder, tu sais, les symptômes, puis c'est quoi exactement et tout ça. Puis surtout, est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que ça existe, c'est ça? Tu sais, souvent, on écoute des vidéos de YouTube, puis là, les pros bodybuilders ou whatever, tu sais, mettons C.T. Fletcher, là, la fatigue, c'est mental ou quoi que ce soit, tu sais. Est-ce que c'est vraiment juste mental? Est-ce que c'est quelque chose une excuse que les gens se donnent pour diminuer leur entraînement, si on veut. Ouais, ou c'est quelque chose qui existe vraiment, de prouver scientifiquement. Fait qu'on va aborder ça vraiment comme sujet. Ouais, exact. Avant de commencer, je pense que tu voulais dire quelque chose. Ouais, ben Attends, moi j'ai quelque chose à dire avant. Je suis pas officiellement parce que j'ai pas mon diplôme là, mais j'ai officiellement terminé mon bac, donc je suis maintenant kinésiologue comme Brian. Donc Brian, ça fait 1 an qu'il est kinésiologue. Je suis maintenant kinésiologue. Je suis vraiment contente. Honnêtement, la dernière période a été quand même une bonne période de remise en question par rapport au futur puis par rapport à ce que je me vois faire, en fait, en tant que kinésiologue. De plus en plus, ça se place. Encore, je pense qu'il y a des petites questions que je me pose sur quoi je veux me spécialiser vraiment, mais je pense que ça, c'est normal. Puis j'ai plein de bonnes nouvelles qui s'en viennent à ce niveau-là aussi. Fait que je suis super contente. Puis toi, qu'est-ce que tu voulais parler? Là, j'ai complètement perdu le fil. Mais oui, ben avant, on retourne un peu aujourd'hui à des podcasts un petit peu plus classiques, là. Donc, on va faire notre étude avant d'embarquer dans le sujet du surentraînement. Mais avant, comme on voulait parler, on a quand même une nouvelle, là, parce que depuis qu'on fait nos podcasts, depuis qu'on fait notre page Instagram, les images aussi, toutes les images sur YouTube, etc. Ben, pas les images sur Instagram, les vidéos sur YouTube. Probablement, vous nous avez jamais vraiment entendu parler beaucoup des services qu'on offre chez Bimor. Puis dans le fond, une des raisons de ça, c'est qu'on était affilié avec une compagnie de powerlifting. Donc, c'était sous le nom de cette compagnie-là qu'on devait faire du coaching en powerlifting, puis on avait plus ou moins le droit de parler du coaching en powerlifting chez Bimor. Chez Bimor. Je trouve ça drôle de dire chez. On n'a pas vraiment de lieu physique. Non, on a un gym, mais c'est pas notre gym, mettons. On loue un bureau dans un gym. Mais c'est ça, on n'avait pas le droit de promouvoir en tant que tel le coaching de powerlifting quand on parle de Bimor Performance. Donc, vraiment, depuis le début, on est comme un peu discret. On fait vraiment du contenu qu'on aime faire, qu'on fait des images Instagram, des vidéos YouTube, des podcasts, etc. Mais on parlait plus ou moins de nos services offerts parce qu'on pouvait pas. Puis moi, je suis pas vendeuse, pour vrai. Moi non plus, je suis pas vendeuse. J'ai jamais vraiment eu un client parce que j'étais allé le voir dans un gym puis j'ai dit « Hey, tu serais bon, mettons, à faire du powerlifting, ça t'intéresse-tu, je peux te coacher? » Genre, je suis toute sauf cette personne-là. La chose que j'haïs le plus, c'est de vendre. Mais t'es quand même meilleur que moi, je pense. Moi, honnêtement, je suis juste pas capable puis c'est pour cette raison-là que je serais pas 100% travailleuse autonome. Ouais. Pour ma part, là. Toi, t'es quand même meilleur que moi, mais je sais que t'es comme pas vendeur. Je suis pas vendeur. Genre, je suis... Mais tu t'améliores. Tu sais, je dis tu t'améliores. Le but, c'est pas que tu sois genre comme un vendeur de char ou whatever, mais tu sais, je pense que tu sais ce que tu vaux, puis quand il y a un client, tu sais qu'il a besoin, mettons, de tel service, tu vas être capable de l'offrir parce que tu sais que ça va être bénéfique pour lui, mais tu vas pas vendre pour vendre, genre. Non, c'est ça, je vais pas aller voir la personne pis dire « Hey, toi, tu serais bon en powerlifting, là, dans 2 ans, tu serais champion du monde, là, pis commence avec moi. » Genre, ça, je suis pas capable. Mais tu sais, si la personne, elle me dit « Est-ce que tu penses que je pourrais être bon en powerlifting, puis c'est quoi les meilleures façons que je pourrais développer ma force? » Ben là, je vais dire « Ouais, je pense que tu pourrais peut-être être bon, puis je vais être honnête avec la personne, whatever. » C'est comme par exemple, si on a comme différents services, il y en a un qu'on peut juste faire comme un programme d'entraînement. T'sais, on va évaluer la personne, on va lui donner un programme. Ça, c'est un de nos services, mais on a aussi le programme qui est plus avec un suivi. Fait qu'on va avoir une plus grande communication, les programmes qui changent à chaque semaine, etc. Fait que ça fait un petit peu plus complet. Évidemment, c'est un petit peu plus cher, mais tu vas être capable de dire que si la personne, vraiment, pour être efficace pour elle, avoir besoin de ce forfait-là, ben tu vas lui dire. Puis tu sais, ça va juste être comme bénéfique dans les deux sens. Là. C'est ça. Fait que non, c'est ça, je suis pas vendeur, mais c'est ça, puis on disait que, tu sais, moi, j'ai plus le côté travailleur autonome, entrepreneur. Un de mes buts plus tard, c'est encore d'avoir mon gym.
et l'autre est plus t'aimes plus avoir un emploi stable, puis c'est correct de se connaître aussi comme ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que maintenant, on peut prendre des clients de powerlifting, on en a déjà plusieurs, mais officiellement, l'annonce est faite. Puis comme on n'est pas vendeur, c'est probablement la première et la dernière fois qu'on le dit sur le podcast ou whatever dans un de nos posts. Mais on va commencer peut-être, par exemple, dans les stories Instagram, à mettre plus de nos clients qui s'entraînent. On a commencé déjà un peu. Fait que c'est ça. Ça, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Sinon, on est prêt? T'avais-tu d'autres choses à dire? Non, ça va. On est prêt à se lancer dans l'étude scientifique. Ça fait déjà un petit 5 minutes qu'on parle. Donc, l'étude scientifique d'aujourd'hui, c'était... En vrai, ce qu'on va parler, c'était pas vraiment ce que l'étude cherchait à savoir. L'étude, elle voulait comparer la différence entre l'activation musculaire de quelqu'un qui s'entraîne à 75% versus 30% de son 1RM. Donc, l'étude voulait voir est-ce que le muscle est autant activé quand on va à l'échec musculaire d'une charge de 30% de son max ou à 75%? Est-ce que c'est similaire? Fait que c'est dans le fond, dans les deux cas, à la fin de la série, il y avait plus de place pour une autre répétition. Exact. Mais au 30%, forcément, la charge était plus légère. C'est ça. Mais les deux, ils allaient comme, ils voulaient RPE 10. Ouais, ils voulaient mesurer l'activation musculaire, l'activation maximale, puis l'activation moyenne. En tout cas, tout ça pour dire, ceux que ça l'intéresse, le résultat de cette étude-là, ils ont démontré que l'activation moyenne et l'activation maximale étaient plus élevées dans une charge de 75% du 1RM par rapport au 30% du 1RM. Parce qu'il y avait, juste brièvement, il y avait des études qui ont prouvé qu'on pouvait avoir autant d'hypertrophie, donc des gains en masse musculaire avec des charges de 75% versus 30%, en autant qu'on aille à l'échec. Fait qu'ils voulaient vraiment regarder est-ce que c'est l'activation musculaire qui fait une différence. Mais là, l'étude a montré que il y avait une plus grande activation musculaire à 75%, donc ce qui cause l'hypertrophie chez les charges de 30%. Ça serait probablement d'autres facteurs. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y avait plusieurs sujets. C'était des sujets qui ont dit dans l'étude entraînés, bien entraînés, mais c'était des classiques, des étudiants qui avaient au moins une année d'expérience en salle de musculation. Puis, ce qu'on cherchait pas à savoir dans l'étude, mais ce qui est arrivé quand même qui est intéressant, c'est que quand on a demandé de faire un maximum de répétitions avec 75% de la charge maximale, il y a des sujets qui ont fait 7 répétitions, puis il y en a d'autres qui ont fait 24 répétitions, mais les deux ils ont 75% de leur max. Puis quand on leur a demandé de faire un max de répétitions avec 30% de leur max, il y en a qui ont fait 30 répétitions, puis il y en a qui ont fait 71 répétitions. Fait que ça vient juste... Ouais, fait que c'est important de considérer que, de comprendre que dans l'étude, il y avait une grande différence interindividuelle. Donc, souvent en powerlifting, on va utiliser des pourcentages pour planifier l'entraînement des clients. Donc, on va dire... Mettons 3 fois 6 à 72%, par exemple. C'est ça. Fait mais tu sais, là, on l'a vu que dans l'étude, il y a certaines personnes avec 72 ou 75%, ils vont être capables de faire... Tu sais, mettons dans l'étude, 75%, la personne qui a fait le moins de répétitions, elle a fait 7 répétitions. Donc, si tu programmes 3 séries de 6 à 75%, ça va être quand même difficile. Pour cette personne-là, ça va être extrêmement difficile. RPE 9, on va dire. Elle pourrait être capable de faire une autre répétition. Même que sa dernière série, ça serait RPE 10. C'est ça, probablement que ça serait la dernière série. Peut-être même qu'elle manquerait sa série, tu sais. Mais, au contraire, quelqu'un qui est capable de faire 24 répétitions, si tu lui demandes d'en faire 6, théoriquement, il serait capable d'en faire 24 avec cette charge-là. Pour cette personne-là, ça va être facile. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment intéressant, ça. Puis, tu sais, même, je pense qu'on peut le remarquer, tu sais, vous pouvez juste faire le test. Puis, tu sais, même, moi, personnellement, tu sais, je me connais bien. Je sais qu'avec un pourcentage en particulier, mettons, au squat, je vais être capable de faire un énorme nombre de répétitions. Puis quand j'arrive au bench, pour ce même pourcentage-là, je vais être capable de faire vraiment moins de répétitions. Fait que tu sais, c'est le fun de voir que ça varie d'une personne à l'autre, mais ça peut aussi varier haut du corps, bas du corps, là, par exemple. Là. Surtout, tu sais, dans le fond, oui, on l'a dit, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Les filles qui ont davantage plus de fibres de type 1, donc les fibres endurantes, vont souvent être capables de faire plus de répétitions qu'un homme pour le même pourcentage. J'ai écouté un podcast récemment, puis tu sais, les coachs ils débattaient un peu jusqu'à quel point, mais pour les charges de moins de 85%, généralement les filles vont être beaucoup plus endurantes.
que les gars. Puis à partir de 85, ben ça va être l'inverse, ça va être les gars qui vont être capables de faire plus de répétitions. Donc, juste le take-away un peu, là, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, c'est que des fois, chaque client est différent, ça peut passer par son sexe, son expérience en entraînement. Si c'est un athlète d'endurance, il va être capable d'en faire beaucoup plus versus un athlète de puissance. Puis des fois, ça peut être bon d'utiliser plus les RPE, donc l'échelle de perception d'effort, plutôt que d'utiliser un pourcentage fixe, que c'est ça que tu fais aujourd'hui. Puis mais juste pour revenir aux causes possibles aussi, je pense que juste la motivation peut jouer. Tu sais, quelqu'un qui déteste faire en haut de 5 répétitions aura pas tendance à se forcer autant qu'une personne qui trippe à faire des séries de 25, mettons. Tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Donc c'est ça. Pour en revenir, tu sais, ça peut être intéressant dans ce cas-là d'utiliser les RPE, donc l'échelle de perception d'effort, ou même les vidéos. Les vidéos. Voir, tu sais, si tu peux envoyer ton vidéo à ton coach, ça va être facile de juger. Là. Mais tu sais, ça, je parle plus avec la relation coach-athlète, mais... Puis même pour apprendre à bien connaître l'athlète, au début, dans les premiers entraînements, on peut utiliser les AMRAP. Donc, le plus de répétitions possible avec une charge donnée. Puis si tu le sais qu'admettons, ça, c'est son... c'est 70%, puis à 70%, elle a fait 30 répétitions, ben tu le sais que cette personne-là, ben elle va être endurante puis elle est capable d'en faire beaucoup. Fait que au début, tu peux établir un peu un profil de l'athlète, savoir si elle est plus slow twitch qu'on dit, ou fibre lente, ou etc. Donc, c'est pas mal ça. C'était pas vraiment c'était les résultats d'une étude, mais c'était pas ce que l'étude voulait prouver, c'était juste quelque chose d'intéressant dans l'étude. D'autres choses à ajouter peut-être, Hello, non? Non, je pense que ça va. Fait qu'on va rentrer en plein dans le sujet qui est aujourd'hui le surentraînement. Par où qu'on commence? Peut-être définir c'est quoi le surentraînement. Est-ce que c'est vrai? Bon, je pense qu'il y a comme plein de définitions qu'on devrait dire, là. Bon, premièrement, tu sais, un truc que j'aime bien dire, c'est que après un entraînement, tu vas être plus fatigué, c'est normal. Je pense que ça, tout le monde va s'attendre à ça. Quand tu finis ton entraînement, si je te demandais, par exemple, de recommencer ton entraînement, ben, tu sais, la plupart du temps, tu serais moins efficace. Ouais. Avec le repos, avec le sommeil, avec une journée de repos, peu importe, le lendemain, tu pourrais refaire ton entraînement, puis ou ben, peut-être pas le lendemain, mettons, 2-3 jours après, tu referais ton entraînement, puis là, tu serais correct. Tu sais, ça, c'est de la fatigue normale après l'entraînement. Après ça, il y a d'autres principes, si on veut, qu'on va aborder, puis il va falloir différencier. Parce que dans le fond, c'est tous des principes qui vont mener à court, moyen, long terme à des adaptations, excusez-moi, au niveau du corps pour que la personne puisse avoir des meilleures performances. Un mot important que vous allez entendre peut-être souvent au niveau du podcast, ça va être le mot surcompensation. Il va falloir distinguer le mot surcompensation du surentraînement parce que quand je vais les définir, vous allez voir, ça se ressemble quand même beaucoup, mais il y a une différence évidemment. Le surentraînement va vraiment avoir des symptômes qui vont durer pas mal plus longtemps que la surcompensation. Donc, on va commencer par expliquer c'est quoi la surcompensation. Ouais. Ben, là, t'as expliqué brièvement c'est quoi la fatigue. Ben, la fatigue, c'est vraiment juste une baisse de performance suite à un entraînement. Puis c'est tout à fait normal. Si t'es pas, tu sais, si tes performances diminuent pas après ton entraînement, sûrement que c'est parce que t'as peut-être pas poussé assez. Évidemment. Il y a des entraînements qui ont pour optique de pas générer de fatigue. À la limite, récupérer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas la plupart des entraînements. Fait que ça, c'est important à savoir. Donc, c'est important de distinguer fatigue, on vient de la définir, surcompensation et surentraînement. Donc, la surcompensation, c'est quoi? Bon, dans le fond, c'est très difficile à juste... J'aimerais ça avoir un beau tableau blanc pour pouvoir faire un graphique. Malheureusement, je peux pas en podcast. Dans le fond, comment expliquer ça? C'est que on a tout un niveau de base, ok? On a dans le fond, en ce moment, mes performances sont à tel niveau. Puis avec l'entraînement, ce qu'on veut, c'est d'amener une surcharge de travail, ok, pour aller pouvoir promouvoir les adaptations. Fait qu'est-ce que je veux dire par surcharge, c'est que tu vas t'entraîner, puis tu vas mettre un certain volume d'entraînement, une certaine fréquence, une certaine intensité, pour aller chercher un petit peu plus que ton niveau de base, si on veut. Donc pendant un certain moment, tes performances vont diminuer parce que tu vas avoir dépassé ce que ton corps est capable de faire. Donc, forcément, tes performances vont diminuer. Parce que, vite, je t'interromps, c'est que, tu sais, souvent, on va voir ça dans le gym, tu sais, ceux qui ils s'entraînent depuis des années puis qui ont pas changé. Je veux dire,
On voit, tu sais, c'est tout le temps le même, tu sais, j'ai pas de préjugés, mais tu sais, ils ont jamais de résultats, ils ressemblent à rien, ils veulent perdre du poids, sont au gym depuis des années, mais ça, genre, mais souvent, c'est ces mêmes personnes-là que les objectifs sont un peu flous aussi, là. Ils veulent prendre la masse, mais tu sais, c'est jamais, y a jamais comme de ligne directrice. Mais si tu pousses pas ton corps, veux pas dans un certain état de fatigue ou dans un certain stade que le corps est pas habitué d'aller, pour avoir un peu cette surcompensation-là. Cette surcharge-là. Le corps, il voudra, tu sais, le corps veut pas nécessairement s'adapter à quelque chose que tu l'obliges pas à s'adapter. Non, c'est ça. Donc, il faut de façon aiguë créer cette petite surcharge-là pour mener à des adaptations qui sont positives. Donc, plus de masse musculaire, plus de force, plus de puissance, plus d'endurance, peu importe votre objectif, mais il faut aller plus loin que ce que votre corps est habitué d'aller. Parce que c'est comme n'importe quel job physique. Mettons, t'es dans la construction, tu deviens bûcheron ou whatever. Ta première semaine de job, sûrement que tu vas la trouver tough. Ouais. C'est tous ceux qui ont les jobs physiques, là, au début, c'est tough, c'est exigeant, pis tout ça. Mais rendu, par exemple, à la fin de l'été, faire leur semaine de travail, ça va être des peanuts. Je me souviens, le premier emploi que j'ai eu, c'était déménageur. Ouais. Puis c'était des déménageurs dans une école. Puis dans le fond, pendant l'été, toutes les classes, fallait les sortir de la classe, dans le corridor. Mais ça n'a pas rapport avec le podcast, là, dans le fond. Fallait les sortir de la classe pour que les personnes cirent les planchers puis nettoient la classe comme il faut. Puis pendant 8 heures, là, je faisais au moins 40 000 pas là, dans ma journée. Puis à déplacer des chaises, des bureaux. C'était rien de pesant, mais c'était des poids, des petits poids. C'est 40 000, c'est gros quand même. Je te jure que c'est au moins 40 000. Puis, parce que j'ai entendu ça tantôt dans une annonce, les éboueurs font 40 000 pas par jour. Ah ouais? Ouais. Fait que je me suis dit, c'était sûrement à peu près ça. Ah, je suis sûr que non. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, là, tu m'as fait perdre mon idée. Ah oui, les premiers jours, là, j'avais tellement mal aux pieds. J'arrivais le soir, il était 5 heures. J'étais fatigué, j'allais me coucher tout de suite. Puis, à la fin de l'été, je veux dire, c'était comme rendu une journée normale. C'est ça. Genre, j'étais plus fatigué. Puis tu sais, t'as tout le temps gardé la même job tout l'été. Fait que tu sais, mettons, si t'aurais voulu devenir meilleur, il aurait fallu, mettons, que ton boss te rajoute de la job. C'est ça. Tu comprends? Mais là, rendu à la fin de l'été, t'avais plus d'adaptation, mais t'en avais pas besoin parce que ton corps était rendu adapté pour la tâche que tu lui demandais de faire. Mais là, vu que tu y en demandais pas plus, ben, rendu à la fin, il s'améliorait plus. Il était juste capable de faire la job. Mais tu sais, c'est la même chose en entraînement. Si tu fais tout le temps la même affaire, ben, à un moment donné, ton corps, il s'adapte. Pis t'as plus d'adaptation parce qu'il est rendu capable de faire ce job-là. Il s'est adapté pour ce job-là. Fait que si tu y rajoutes pas un petit quelque chose, il changera pas. Il y en a pas besoin. Fait que c'est un peu ça le principe de la surcharge, c'est d'aller dépasser ton niveau de base que t'as actuellement. Donc, oui, sur le coup, ça va créer de la fatigue. Puis même que, tu sais, parfois avec la surcompensation, comme on va voir, le but, c'est de créer de la fatigue, puis de la fatigue, puis de la fatigue, puis la fatigue va s'accumuler à un point tel que quand tu vas prendre, par exemple, une semaine, un petit peu plus de récupération, tu vas non seulement dépasser ton niveau de base, mais pas plus que prévu, je sais pas comment dire ça, mais plus que... Ben, tu vas avoir une surcompensation, fait que tu vas devenir meilleur que ce que t'étais au début. C'est ça, tu vas aller chercher un petit peu plus que ce que t'étais meilleur au début à cause de la phase de récupération. Donc, le but, c'est de dépasser un petit peu, on va dire, tes limites. Faut pas, tu sais, il y a comme un barème, si on veut. Là. Si tu vas trop haut, non seulement ça sera pas plus efficace, mais tu vas avoir aussi un risque de blessure plus élevé. Fait qu'il y a quand même un barème à respecter, mais il faut quand même t'être dépassé tes limites pour générer de la fatigue qui, à court terme, si on veut, tu vas venir pallier à cette fatigue-là avec une période de récupération, puis ça va t'amener à ta surcompensation. Donc, une augmentation de tes performances d'une certaine manière. Pour donner un exemple avec mon emploi étudiante, là, que je pense qu'il a donné des exemples dans la vie réelle, ça l'aide à comprendre. Ma première semaine, le lundi soir, j'étais fatigué. Le mardi soir, j'étais encore plus fatigué. De tout le long de ma semaine, j'étais de plus en plus fatigué. Le vendredi, là, de ma première semaine, c'était vraiment pénible. J'avais mal aux pieds, j'avais plus de force. Aussitôt que je me cognais la main sur le coin d'un bureau, là, j'avais quasiment le goût de pleurer tellement tout faisait mal. Puis là, j'ai eu la fin de semaine. Samedi, dimanche de repos. Le lundi, je suis revenu... Un peu plus en shape que l'autre lundi d'avant. Un petit peu plus en forme. Ouais. Puis le lundi de ma deuxième semaine était plus facile que mon premier lundi. Puis mon mardi était plus facile que mon mardi. Le vendredi, genre, j'étais encore fatigué, mais moins pire que mon premier vendredi. Après ça, j'ai eu samedi, dimanche de repos. Puis là, quand je suis revenu à ma troisième semaine, j'étais, ben là, finalement, c'est pas si pire aujourd'hui. Pis tout. Fait que c'est le principe de, j'ai accumulé un petit peu de fatigue.
j'ai eu une surcharge pour après ça, après ma période de repos, j'ai eu une surcompensation, ce qui a emmené mon corps dans un état plus performant. Ouais. Là où il faut faire la différence avec le surentraînement, c'est vraiment au niveau, si on veut, de la période de récupération. Quand tu es en surcompensation, généralement, tu peux avoir besoin on va dire d'un maximum, là, mais c'est sûr que ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, puis d'une shape à l'autre, puis d'une expérience à l'autre. Mais de façon générale, tu vas avoir besoin d'un maximum de 2 semaines, si on veut, pour récupérer puis générer des adaptations positives. Quand ça va au-delà de 2 semaines, de plus en plus, on va pouvoir envisager le surentraînement. Fait que vraiment, le surentraînement, c'est très long à récupérer. C'est plus que des semaines, c'est des mois. Puis souvent, quand tu te rends compte que t'es dans une période de surentraînement, il est déjà trop tard, puis il va déjà avoir des effets, des symptômes qui vont se faire sentir. Puis ça, ces symptômes-là vont durer à long terme. Pas mal plus qu'une simple fatigue générée après l'entraînement, là. Fait que, en gros, la différence entre surcompensation puis surentraînement, c'est que la surcompensation, premièrement, ça fait partie d'une périodisation. Fait que souvent, peut-être qu'il y a des coachs qui s'en rendent pas compte qu'ils le font, mais tu sais, généralement, ça va être le but d'un coach d'aller chercher une surcompensation, surtout avant la compétition. Donc, le but, ou la compétition, dans le fond, le but, c'est d'être à son meilleur au niveau de ta performance. Là où on va parler de surentraînement, c'est quand, au-delà de 2 semaines et plus, malgré du repos, les performances ne reviennent pas à la normale. Donc, les performances sont en dessous des valeurs de base, si on veut, puis t'arrives pas à aller rechercher. Non seulement t'arrives pas à aller t'améliorer, mais en plus, t'es moins performant qu'à la base, ce que t'étais. Ouais. Fait que tu sais, mettons, je pourrais revenir à mon exemple de déménagement, là, je l'aime bien. Fait que j'avais dit que, bon... Mettons, t'aurais pu ne pas prendre samedi, dimanche. C'est ça, je m'en allais dire. Fait que ça, mettons, j'aurais décidé que je commence mon premier jour, première semaine. Là, je fais du lundi au vendredi, puis je décide de continuer samedi, dimanche, je fais de l'extra. Puis après ça, je continue lundi mettons, j'aurais travaillé... Pendant 1 mois, mettons. Pendant 1 mois sans arrêt. Mais là, j'aurais jamais eu mes 2 jours de fin de semaine de repos, donc la fatigue aurait continué à s'accumuler. Puis là, on n'aurait peut-être pas parlé de surentraînement, on aurait peut-être pu parler de burn-out ou quelque chose comme ça. Même si, mettons, je sais pas moi, ton boss t'aurait donné 1 semaine de repos complet. C'est ça. Tu serais revenu le lundi d'après, tu serais toujours aussi fatigué, pis tu te sentirais pas en chaîne. C'est ça, là. on m'aurait juste brûlé. Donc, ça aurait été un peu, on aurait, dans le domaine de l'emploi, on aurait appelé ça peut-être un burn-out ou un épuisement de travail. Mais là, si on transfère ça à l'entraînement, on appelle ça du surentraînement. Puis le surentraînement, tantôt on a parlé, on a dit, c'est-tu quelque chose qui est inventé pour le monde, qui est juste lâche puis qui ont pas envie de pousser pour de vrai. Mais le surentraînement, c'est vraiment ça a été prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé scientifiquement, mais encore là, c'est très difficile à étudier, tu sais, on va se le dire, tu peux pas genre volontairement pousser quelqu'un au surentraînement, ça serait pas éthique. Fait que souvent les études vont être faites avec des personnes qui sont comme en surcompensation, puis là ils vont essayer d'évaluer les gens, mais tu sais jamais ils vont volontairement emmener quelqu'un en surentraînement. Puis les marqueurs un peu là, je sais pas si tu voulais en parler de comment qu'on pouvait diagnostiquer un peu un surentraînement. Ouais, on est dans le sujet, fait qu'on peut en parler tout de suite. Tu sais, c'est sûr que c'est quand même difficile à évaluer. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ça va être plus facile à voir, comme les baisses de performance, par exemple. C'est probablement le premier c'est ça, c'est probablement le mauvais. Tu sais, les baisses de performance, la baisse de motivation, peut-être l'humeur un petit peu plus, j'allais dire dépressive, mais tu sais, presque, parce que tu perds du plaisir à faire ce que tu fais, t'as plus de motivation à l'entraînement, t'as plus de motivation en compétition. Oui, vas-y. Mais tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est ce qui arrive, qui est difficile à distinguer le surentraînement de la surcompensation. C'est justement le fait que, tu sais, mettons, comme mon vendredi, ma performance a diminué, ma motivation a diminué. Puis, tu sais, c'est des symptômes en tant que tels qui peuvent se retrouver dans juste avant la surcompensation, mais ils peuvent aussi se retrouver dans le surentraînement. Donc, la ligne est mince entre le surentraînement. Puis souvent, ce qui va les distinguer, c'est toujours la durée des symptômes, bien souvent. Puis de savoir que malgré du repos, les symptômes disparaissent pas. Là, souvent, on va parler du surentraînement, mais tu sais, c'est pas juste ça. Tu sais, oui, tu dis l'aspect physique, l'aspect psychologique, ça va être des choses qu'on va facilement pouvoir évaluer chez la personne. Mais c'est dur de dire si tu de la surcompensation ou du surentraînement. Parce que tout le monde, ça va arriver des périodes où tu as moins de motivation, où tu te sens plus fatigué, puis tout ça, mais ça veut pas dire que t'es
forcément sur entraînement. Tu sais, les chercheurs, ils vont évaluer plus que ça. Ils vont aller évaluer au niveau hormonal. Donc, tout ce qui est testostérone, cortisol, hormones de croissance. Il y a certains, même que, tu sais, des fois, c'est compliqué. Il y en a qui vont parler que c'est une affectation au niveau du système nerveux. Il y a des sports qui vont être plus propices, par exemple, à l'affectation du système nerveux sympathique. Souvent, ça va être les sports qui vont être comme plus haute intensité. Versus, ça, on va en reparler tantôt. Tu vas en reparler tantôt. Versus d'autres, je vais dire vite, que ça va être plus une affectation du système nerveux parasympathique, dans tout ce qui est plus endurance. Mais, tu sais, c'est difficile parce que quand ton système nerveux parasympathique va être affecté, par exemple, ce que les chercheurs vont voir, c'est que leur fréquence cardiaque va diminuer, par exemple. Ouais. Mais, ça, c'est surtout au niveau des sports d'endurance, mais une des adaptations des sports d'endurance, c'est que leur fréquence cardiaque diminue. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme difficile de savoir quoi est causé par quoi. Fait que, c'est ça. C'est juste pour dire que c'est vraiment difficile à diagnostiquer. Tu sais, moi, on n'est pas non plus en droit de diagnostiquer le surentraînement. Mais puis, est-ce que ça se dit, tu sais, c'est comme est-ce que ça se diagnostique? C'est difficile parce que ça me fait penser un petit peu à une commotion cérébrale. Parce que, il y a, tu sais, de plus en plus, on en entend parler des commotions cérébrales. Puis, souvent, une commotion cérébrale, même si tu passes des rayons X ou peu importe le type d'imagerie que tu passes au cerveau, souvent on va rien détecter, puis ça va juste être en fonction, est-ce que t'as mal au cœur, est-ce que t'as des étourdissements? Oui, mais tu sais, c'est plus subjectif. Donc, des fois, il y a des personnes qui n'auront pas les symptômes, par exemple, que tu vas demander, mais ils vont avoir une commotion pareille. T'sais, c'est pas pareil pour tout le monde, puis c'est la même chose avec le c'est pas comme un bras cassé que tu vois, ouais, l'os il est cassé, il est pas cassé. Là, c'est comme plus... tu sais, on rentre un peu plus dans le subjectif. Ça me fait penser aussi à la dépression. Ben, la dépression, ça a quand même gros des similarités avec le surentraînement. Mais tu sais, commotion cérébrale, dépression, épuisement de travail, surentraînement, c'est toutes des choses un peu qui se ressemblent puis qui sont difficiles à diagnostiquer. C'est sûr qu'on peut prendre des prises de sang. Donc, si la testostérone est basse, le cortisol est élevé, l'hormone de croissance est diminuée, c'est généralement des signes qu'on peut d'être en surentraînement. On n'a même pas parlé des symptômes, en fait. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui se demande qui est en surentraînement, c'est quoi les symptômes possibles, premièrement, avant d'aller passer des prises de sang? Tu sais, je veux dire, le premier réflexe, c'est pas d'aller voir... J'ai l'impression que une fois qu'on va passer les prises de sang, il va déjà être trop tard. Ouais, ben souvent, quand tu te demandes... Je pense que quand tu te demandes si t'es en surentraînement, mettons que t'es vraiment en surentraînement, je pense qu'il est déjà comme... trop tard, là. Quand les soupçons sont là, souvent, il est comme trop tard. Parce que la ligne est vraiment mince entre... Non, elle est pas tant si mince que ça. Je sais pas. Mais je sais pas comment dire ça, mais tu sais, comme quelqu'un qui est vraiment épuisé, je pense que souvent, il est comme trop tard. Quand t'es dans le surentraînement, souvent, il est trop tard. Tu sais, comme, un coup t'es dedans, ça va être long avant que tu t'en remettes. Ouais. Tu sais, si ça te prend moins que 2 semaines, c'est parce que t'es pas en surentraînement. Mais, peu importe. Quels sont les symptômes? Ben, dans le fond, premièrement, ça va être différent d'un athlète à l'autre. Le premier symptôme, on en a parlé, c'est le plus important, ça va être diminution de la performance. Fait que si tu te rends compte, par exemple, quand j'ai fait ma compétition... malgré 2 semaines de repos, là. C'est ça. Pis tu sais, ben c'est sûr que moi j'ai perdu beaucoup de poids, mais mettons dans ma compétition de bodybuilding, mes charges maximales au squat, bench, deadlift, ils ont beaucoup diminué. Là, ça fait plus que 2 semaines que ma compétition est finie, ça fait 1 mois, mais mes charges, ils augmentent pas vraiment en ce moment. Puis ils ont diminué beaucoup. Fait que, tu sais, ça c'est un signe. Diminution de la performance. Je suis même pas sûre, Bren, que t'es en surentraînement. Tu dis ça, là, puis moi, je trouve pas que t'es si pire que ça, là. Genre, t'étais comme... C'est normal que rendu à compé, t'avais genre plus de ressources, là, t'avais plus de bouffe. Puis au niveau du sommeil, c'était difficile, mais comme pour de vrai, là, je te sens quand même... mais t'es pas dans mon corps, ma chère. Je suis pas dans ton corps, mais je te vois aller pareil, puis tu sais, je trouve que t'as repris comme du jus, puis tu sais, c'est normal que t'aies perdu la force parce que tu sais, veux pas, t'as perdu du muscle, puis t'as arrêté quand même de t'entraîner spécifiquement en force. Mais ça, c'est un autre point que je voulais aborder. Mais tu sais, c'est juste que sur le coup, là, avant ta compé, c'était comme, on dirait que c'était comme clair que t'étais en surentraînement puis que c'était facile à dire. Mais dans le fond, tout ce que je veux dire, c'est que les gens utilisent trop ce terme-là. Ouais. Tu sais, même là, toi qui as comme vraiment poussé ton corps, je sais pas, tu sais, t'as quand même eu ton repos puis je trouve que t'as repris, Parce que, tu sais, je sais que, pendant ma compé, tu sais, j'avais tous les symptômes qu'on va nommer, j'en avais pas mal de ceux-là, puis tu sais, t'es affecté aussi mentalement, puis je me souviens, je sais que je mangeais pas beaucoup, puis j'étais en déficit calorique important, mais tu sais, tu te souviens, à un moment donné, je te regardais, puis genre, c'était une belle journée, puis tout, puis je te regarde, je dis, hello, je vais pleurer. J'étais là, je sais pas pourquoi, mais je vais pleurer, j'ai vraiment envie de pleurer.
Mais genre, j'avais aucune raison de pleurer. Fait que tu sais, oui, le surentraînement, ça va aussi jouer au niveau émotionnel. Tu vas être plus irritable, mais tu vas aussi, des fois, le fait que la testostérone baisse beaucoup, tu vas avoir les émotions un petit peu plus, l'expression, à fleur de peau. Donc, c'est ça. Je sais plus où est-ce que je m'en allais. Ben, on va juste les nommer mais brièvement. Je pense que, oui, comme on disait, je pense que c'est plus facile de dire qu'on est en surentraînement. C'est pas parce que t'es plus fatigué que t'es en surentraînement. Mais c'est plus difficile de s'y rendre réellement. Je pense que souvent, le monde va l'utiliser comme excuse. Puis tu sais que même moi, que je pense que j'étais en surentraînement, je suis même pas encore sûr si je l'étais réellement. Fait que baisse la performance. Surtout au niveau physique, évidemment, ça c'est ce qui est le plus évident. T'sais, malgré du repos, baisse des performances, t'es pas capable d'aller retrouver ton niveau de performance initial. Au niveau psychologique, baisse de la motivation, baisse du plaisir, baisse de la bonne humeur. Sinon, au niveau peut-être plus physiologique, c'est sûr que tu vas avoir des changements au niveau de ton appétit. Souvent, les gens vont perdre l'appétit, perdre du poids, difficulté à dormir. Donc, tout ça, ça va mener à des problèmes d'humeur, irritabilité, tout ça. Concentration aussi qui va être affectée, évidemment. Souvent, chez les athlètes étudiants, on va voir leur note baisser à l'école. Des fois, peut-être chez les filles aussi, dépendamment du sport, il peut y avoir l'arrêt des règles. On en a pas parlé, puis on en parlera peut-être pas, mais tu sais, l'aménorrhée, ça se peut aussi, tu sais, selon ce qui va autour, là, peut-être que l'athlète mange pas assez non plus, s'entraîne trop, etc. Fait que... Puis finalement, qu'on a noté sur notre feuille, là, des émotions dépressives, comme je viens de parler. Ça, c'était vraiment... Ben, c'était pas drôle, là, sur le coup, là, mais c'est ça. Puis d'autres choses là-dessus? Non. Ben, brièvement, encore, là, c'est au niveau plus physiologique, là, il peut y avoir on en a mentionné tantôt, là, mais baisse de testostérone, augmentation du cortisol. Mais ça, c'est plus les explications. Ça, c'est plus les chercheurs qui essayent de trouver quand on parle de surentraînement. Fait que, tu sais, souvent... Quand, tu sais, le surentraînement, c'est dû à un stress excessif au niveau du corps. Fait que l'hormone du stress va augmenter. C'est le cortisol. Fait que quand on dit cortisol, vous pouvez penser à l'hormone du stress. Quand le cortisol augmente de beaucoup, au niveau de la testostérone, ce qui va se passer, c'est qu'elle, au contraire, elle va diminuer. Même chose au niveau de la T4, donc les hormones comme qui sont thyroïdiennes là, qui sont comme plus associées au métabolisme. Fait que souvent quand le cortisol va augmenter, les hormones qui sont associées au métabolisme de base vont avoir tendance comme à diminuer. Là, il va y avoir une baisse de la conversion du T3 en T4, peu importe ça, si vous avez pas besoin de savoir ça. Ouais, ça devient compliqué. Mais tu sais, ça, c'est des signes qu'on peut voir. Il y a aussi, par exemple, au niveau de l'urine, il va y avoir plus de marqueurs qui vont refléter la dégradation des protéines. Fait qu'il va y avoir plus d'urée dans notre urine. Plus d'urée dans l'urine. Donc ça montre que la personne est comme dans un environnement un petit peu plus catabolique au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à perdre de la masse musculaire. Donc le corps va utiliser les protéines pour essayer de subvenir aux besoins. Donc il va y avoir une perte de la masse musculaire aussi associée au surentraînement. Puis finalement, les fonctions immunitaires vont être affectées. Aussi, ouais. Fait qu'il va y avoir souvent la personne va être plus tendance aux infections, souvent plus respiratoires, puis aux maladies. Puis c'est ça. Il y a plus de risque d'être malade. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme si le corps arrive jamais à récupérer. Fait il va se passer plein de trucs au niveau immunitaire, mais aussi inflammatoire. Donc, il peut y avoir de l'inflammation qui va être plus aiguë au début, qui va devenir chronique, qui va devenir comme plus systémique. Fait que ça, au final, ça crée tous des problèmes de santé. Puis, c'est ça, tu sais, à moyen terme, mettons, c'est sûr que ça va avoir des répercussions sur la santé de la personne. Fait que c'est pour ça que c'est important pour un coach, tu sais, d'essayer de monitorer tous ces aspects-là de performance, tu sais, de demander à l'athlète comment que l'athlète se sent, niveau de fatigue, niveau de motivation. C'est ça, c'est quelque chose qu'on trouve quand même assez important. Puis tu sais, on peut pas mesurer vraiment, on n'ira pas faire des prises de sang avec tous nos athlètes puis tout ça. Fait que c'est important d'avoir le plus de cues possibles qui sont faciles à obtenir pour justement que nous, en conséquence, on modifie notre coaching selon ce que la personne va bien réagir, selon ce qu'elle a besoin. Puis tu sais, des fois, ça va arriver que tu vas pousser peut-être un petit peu trop avec la personne, tu vas le tester, puis tu vas voir que ça fonctionne pas tout à fait bien, mais de savoir que la personne nous donne du feedback, ça nous aide énormément à nous revirer de bord puis à changer la situation. Parce qu'il y aura jamais de coaching parfait, mais tu sais, nous, jamais qu'on va faire une prep, par exemple, sur 12 semaines puis on changera rien pendant les 12 semaines, tu sais. C'est pour ça que c'est important d'avoir du feedback de l'athlète parce que c'est ça qui nous permet d'adapter notre coaching pour justement éviter de se rendre dans cette zone-là. Puis,
tu sais, c'est pas juste l'entraînement qu'il faut regarder, malheureusement. Tout le monde a une vie autour de l'entraînement, que ce soit au niveau social, au niveau du travail, au niveau familial. Fait que si tu regardes juste l'entraînement, tu sais, tu donnes un programme à la personne, puis tu dis, ben voyons, voir que t'as trouvé ça tough, c'était pas tant que ça. Mais c'est parce qu'il faut aussi que tu regardes autour de ça, qu'est-ce qui arrive avec la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est énormément stressé? Ça va jouer au niveau de tes entraînements. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une période d'examen? Est-ce que c'est quelqu'un qui a présentement des problèmes avec sa famille, des affaires comme ça? Fait que, tu sais, si l'athlète ne nous dit pas ces informations-là, ben, juste au niveau du training, ça va se faire affecter. Puis nous, si on le sait pas, ben, on peut pas modifier notre coaching en conséquence. Fait que là, on se rapproche de la ligne, de la zone un peu plus grise entre la surcompensation et le surentraînement. Parce que comme on l'a dit au début, notre but en tant que coach, c'est d'aller créer de la surcompensation. C'est on veut aller générer des adaptations pour que l'athlète s'améliore. Tu sais, généralement, quand tu vas au gym, tu veux t'améliorer. Peu importe c'est quoi ton objectif, que ce soit en endurance, en force, en puissance, peu importe, tu veux t'améliorer. Puis nous, en tant que coach, évidemment, c'est notre objectif. Puis notre aussi d'éviter les blessures puis tout ça. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est juste important d'avoir du feedback pis de pas juste regarder, tu sais, sur une feuille. Des fois, tu vas donner un programme, sur papier, c'est beau, mais dans la réalité, ça sera pas nécessairement ce que la personne aura besoin. Fait que c'est plein de petits détails, tu sais, qu'en tant que coach, je pense qu'il faut garder en tête. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que d'arrêter de, comme, aussitôt que t'es fatigué, dire que t'es en surentraînement pis que t'as besoin du repos, là. Des fois, c'est juste normal d'avoir de la fatigue suite à un entraînement pis c'est juste planifié que cette semaine-là va être plus difficile ou ces 2-3 semaines-là vont être plus difficiles, mais après ça, tu vas avoir un deload, par exemple, pis ça va juste revenir à la normale. Puis d'avoir une bonne communication, je pense, avec l'entraîneur, ça peut être bon pour ça aussi, pour comme se mettre en confiance. Puis c'est normal que je sois plus fatiguée cette semaine. Oui, c'est normal. On fait un deload la semaine prochaine, par exemple, ou peu importe. Que je voulais ajouter aussi des fois, c'est ça, il y a comme pas de test spécifique pour dire t'es en surentraînement, t'es pas en surentraînement. Puis même, on en a parlé tantôt, dépendamment du sport, les symptômes du surentraînement vont être différents. Ça, c'est encore une zone qui est comme un peu plus grise, là. Tu sais, c'est comme, les chercheurs sont pas comme sûrs à 100% de ce qui se produit au niveau du système nerveux, mais je pense que c'est ça que tu voulais parler. Ouais, ben rapidement, tu sais, mettons, comme quelqu'un qui est en surentraînement puis qui fait du powerlifting. Le système nerveux, en fait, ça, tu sais, ça se voit pas, c'est vraiment un système de communication au niveau du corps, donc c'est le cerveau qui envoie des signaux, par exemple, aux muscles, puis ça passe par les nerfs, les neurones, ça va y avoir une commande de se contracter, par exemple, donc c'est vraiment un système de communication dans le corps. Évidemment, en powerlifting, le système nerveux est super important, donc ça s'entraîne, le système nerveux. Puis, quand on parle de surentraînement, justement, ce système nerveux-là peut être affecté. Il se divise en différentes catégories. Là, on va pas embarquer là-dedans. Tu vas les nommer pour... Même pas. Je voulais juste dire que le système nerveux va être impliqué différemment. Ben, les effets du surentraînement vont se faire voir différemment selon le sport. Donc, les sports à haute intensité, par exemple... powerlifting, les sprints, l'haltérophilie. Par exemple, ça peut se faire voir par une augmentation de la fréquence cardiaque, tandis que les sports d'endurance, les marathons, les triathlons, les Ironman, ils vont se faire voir par une diminution de la fréquence cardiaque. Puis de la pression artérielle. Donc, des fois, on a deux athlètes en surentraînement, mais les deux ont des symptômes complètement à l'opposé. Donc, ça rend encore le diagnostic encore plus difficile. Fait que c'est dur de dire, ah, ben là, ta fréquence cardiaque au repos est à 52, donc t'es en surentraînement, quand l'autre est à 76, mais il est aussi en surentraînement. Donc, il y a pas de diagnostic puis de valeur exacte. Donc, ça rend la chose différente. C'est comme je disais tantôt, tu sais, les sports d'endurance, souvent leur but, ben pas leur but, mais c'est comme avec l'entraînement, la fréquence cardiaque va diminuer, comme c'est une adaptation qui va être spécifique à leur sport. Fait que tu sais, c'est dur de dire si c'est une adaptation positive ou négative. Mais je pense que la fréquence cardiaque, ça reste quand même encore beaucoup utilisé là aujourd'hui. Là, je pense que c'est comme l'outil le plus utilisé pour comme évaluer les niveaux de récupération de l'athlète. Mais tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, si t'es tout le temps, mettons, je sais pas, t'es tout le temps à 65 quand tu te lèves le matin. Mais là, soudainement, après 3 semaines, ça donne que tu te sens super fatigué, puis là, ta fréquence le matin, elle monte à 80, mettons, ou elle diminue, genre... Ben, tu sais, à l'inverse... Tu vois, tu peux quand même noter un changement, que ce soit une augmentation, une diminution, tu peux quand même voir des changements, là. À l'inverse, moi, je sais que je me lève en moyenne à 60-65, puis pendant les dernières semaines de ma compétition de bodybuilding, je me levais à... Le plus bas que je me suis levé, c'était 39. Ouais, genre...
39, 40, 45 maximum. Donc là, il y avait une différence de 20, là. J'ai pas passé de 60 à 59, là. J'ai passé de 60 à 39, ce qui est quand même une grosse différence. Donc, c'est ça. Juste savoir que ça varie d'une personne à l'autre. Puis même si je fais un sport considéré à haute intensité, ce qui est drôle, c'est que moi, ça l'a baissé quand même. Fait c'est dur de savoir exactement. Ben, tu faisais beaucoup Je faisais beaucoup d'endurance quand même. En tout cas, les moyens de prévention, on termine avec ça. Ouais, bon, c'est sûr que c'est comme ce qu'on aime dire d'abord, comme, mais c'est parce que ça, on dirait que c'est le genre de phrase qu'il faut faire attention, là, parce qu'il y a tout le temps les gens, mettons, qui veulent en faire plus, puis il y a tout le temps les gens qui veulent en faire moins. Fait que, tu sais, je pense qu'une chose qu'il faut retenir, c'est qu'en faire trop, ça sera jamais nécessairement mieux. Puis c'est sûr, faut juste garder en tête, mais là, après ça, tu sais, je sais pas, tu sais, j'irais pas dire ça qu'une personne qui se force pas vraiment puis qui veut toujours faire le minimum, tu sais, que cette personne-là, il va falloir que tu pousses un peu plus. Ouais. Mais il y a tout le temps des athlètes qui vont en faire plus que ce que tu leur demandes, tu sais, tu leur dis de faire 4 séries, ils vont en faire 6 parce qu'ils étaient pas satisfaits des 2 dernières ou des trucs de même. Ben ça, faut faire attention avec ça, c'est avec ces athlètes-là qu'il faut faire attention. Le mieux, c'est d'apprendre à connaître les athlètes ou d'apprendre à se connaître soi-même si on s'auto-coach. C'est comme si tu mets, mettons, de l'autorégulation des RPE, ben ça va être le genre de personne qu'au lieu d'aller à RPE 7 comme prescrit, va aller à RPE 9.5, mettons. C'est ça, ben c'est ça que j'allais dire. Puis à l'inverse, j'ai des clients que quand ils font une série, ils marquent RPE 9. Quand ils m'envoient leur vidéo, je vois très bien que c'est pas RPE 9. Donc la semaine d'après, je leur dis mets cette charge-là. Puis là, ils vont faire oh mais non, c'est sûr je serais pas capable. Puis là, ils le font. Puis au final, ben ils me disent que c'est RPE 10, mais au final, je le vois à l'œil que là, c'est peut-être RPE 8 ou RPE 9. Donc c'est comme faut apprendre à connaître les clients ou à se connaître soi-même. Puis d'écouter son corps, veut pas. Une bonne périodisation peut aider, mais une périodisation qui est pas fixe dans le béton, quelque chose qui est modulable puis on n'a pas peur de modifier au cas où que ça se passe pas comme prévu. Puis finalement, supplément, c'est dur à dire, là, les chercheurs disent que peut-être la glutamine pourrait aider. La glutamine, ça peut peut-être aider au système immunitaire, mais overall, le plus efficace, ça va être d'écouter. C'est pas ça qui va te sauver la peau. C'est pas ça qui va te sauver. C'est peut-être la meilleure solution d'écouter son corps, d'écouter son entraîneur, puis d'y donner de l'information, puis d'écouter ses symptômes, puis de les communiquer à l'entraîneur. Ça fait le tour? Ouais. Prochain podcast dans 2 semaines. Yes. En attendant, as-tu des annonces à faire? Non, on les a faites au début. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. Rien d'autre là, à part ça. Non, je pense que c'est parlez du podcast à un de vos amis, mettez-le dans votre story si vous en avez le goût. C'est quand même assez complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Là, on va faire une story de toute façon pour le podcast. Puis peut-être nous dire, tu sais, moi j'aime ça répondre aux questions comme on a fait un peu dans les derniers podcasts. Ou peut-être aimez-vous mieux tu sais, comme on aborde un sujet vraiment en détail, comme on a fait aujourd'hui sur entraînement, on pousse à côté. Ou plusieurs petits sujets. Plusieurs petits sujets, des questions comme je sais pas moi, high bar squat versus low bar squat, on répond en 5 minutes, après ça on passe à une autre question. Fait que peut-être dites-nous ce que vous préférez. Notre podcast grossit, de plus en plus on a des downloads en France, fait que salut nos copains français. C'est le fun ça. Puis sinon, c'est ça, parlez-en à un de vos amis, mettez-les dans votre story Instagram. Nous on vous remercie, puis on se revoit dans 2 semaines.